On va vous allez parler surtout de grande démission et de guerre des talents. Donc, comme Raphaël et Michel l'ont dit tout à l'heure, des termes qui vous parlent. Avant de vous demander de vous présenter, je vais démarrer avec un constat. Enfin, un constat qui n'est pas de moi, mais de Laurent Omeyer de Workday, qui va prendre la parole tout à l'heure. Il va en dire plus tout à l'heure, mais il présente dans le retail une attrition qui est équivalente au remplacement de toute la force de vente tous les 14 mois. Différentes raisons sont invoquées, mais on va partir de ce constat pour ensuite écouter Anne-Claire et Julien et la manière dont vous êtes touchés dans vos rôles et dans vos entreprises par ce phénomène de démission. Et puis la conséquence qui est directement liée, ce besoin de retenir les talents et les jeunes talents. Anne-Claire, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, ravie d'être ici ce matin avec vous et de partager mon expérience d'une grande transformation qu'on a menée chez Monsieur Bricolage dans des difficultés et ça a été dit en introduction et je trouvais ça intéressant parce que c'est dans ces moments de crise intense qu'un comité de direction peut se souder et devenir très 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 ingénieux. Donc des grandes difficultés structurelles, financières, économiques il y a 7 ans maintenant et qu'on a traversé grâce à l'engagement des hommes à ce moment-là. Et donc j'ai en charge la communication corporate du groupe et puis un des versants des ressources humaines, puisque chez nous l'organisation RH est très singulière. Elle correspond à une histoire Monsieur Bricolage. Donc elle est scindée en 2 pôles. Et moi j'anime le pôle recrutement, développement des hommes et formation. Merci Anne-Claire. Et très rapidement, Julien, je vais te laisser te présenter également. Bonjour à tous. Donc Julien David, moi je suis le directeur des ressources humaines depuis quelques mois maintenant de la marque du groupe Jot, donc les petites doudounes, vous avez sûrement déjà vu ça quelque part. On est basé à Marseille. Jot, très rapidement, c'est une société qui s'est créée il y a un peu plus d'une dizaine d'années, mais qui se structure seulement depuis 2 ans, depuis qu'elle a été rachetée. Et ce qui est extrêmement intéressant en RH, c'est qu'on part quasiment d'une feuille blanche qui a tout à construire et qu'on est confronté finalement exactement aux mêmes problématiques qu'on a dans les grands groupes que j'ai pu connaître aussi, mais à une échelle différente, ce qui permet plus d'agilité aussi, et puis aussi de tester des choses qu'on ne fait pas forcément tout le temps dans les grands groupes. Voilà, et le sujet, c'est vrai que de l'engagement et de la fidélisation et de l'attractivité des talents est un sujet extrêmement prégnant pour nous, notamment sur notre réseau, pour faire évoluer le métier de la vente et du retail. Voilà, donc avant de parler tout de suite de la rétention, la grande démission, Julien, selon toi, c'est un buzzword ou c'est quelque chose que tu constates vraiment chez Jot ? Moi, je pense que c'est à la fois vrai et à la fois pas tellement vrai non plus. Alors, c'est une réponse un peu de Normand, mais il y a effectivement, on a mis un nom sur quelque chose qui n'est pas forcément une grande démission au sens littéral du terme. Il y a une forme d'incompréhension de ce qui se passe, même si on constate quand même une certaine forme de désengagement d'une certaine génération par rapport à nos propres codes et à nos propres valeurs. Et je parle des gens qui ont, ma génération, une quarantaine d'années, et on y reviendra. La notion, la valeur du travail est un petit peu différente, elle est appréciée différemment de ce qu'on a l'habitude d'avoir depuis que moi je travaille. Et ce phénomène de démission, moi je ne le retrouve pas dans les chiffres. Voilà. Par contre, je le perçois, je le ressens dans les interactions, quand on fait des exit interviews, quand on discute tout simplement avec les plus jeunes collaborateurs. Le rapport au travail a changé et on a ce sentiment qu'effectivement il y a une petite démission, mais par rapport à ce que nous on a comme référentiel. Maintenant, dans les chiffres, si on prend le réseau retail de Jot, c'est 13% de turnover, ce qui est pas odieux dans le contexte. On a évidemment un phénomène intéressant. On parle de grande démission, mais c'est la grande rupture conventionnelle aussi, parce que c'est devenu le mode de sortie des entreprises aujourd'hui. Et on a en parallèle comment dirais-je,
ce qui est beaucoup plus inquiétant, un phénomène on en reviendra aussi j'imagine, de ghosting, on a le phénomène de j'arrête pendant la période d'essai. Alors le ghosting, qu'est-ce que c'est exactement ? Ah, ça c'est incroyable, parce que moi j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps, et je vois qu'il y en a qui sourient, ils l'ont déjà vu avant moi, mais les jeunes candidats, ou moins jeunes, enfin surtout jeunes quand même, je ne vais pas les stigmatiser, mais c'est une réalité, prennent rendez-vous, on les préqualifie au téléphone, on leur fait un super entretien, on est super engageant, etc. Et ils ne viennent pas. Donc, ils ne viennent pas à l'entretien physique, ils ne viennent pas le jour J. On leur a envoyé le contrat, ils l'ont signé, etc. Ils ne viennent pas. Donc, et ça, honnêtement, hein, ça a été vraiment nouveau pour moi. Enfin, je ne m'attendais pas à ce côté pick and choose. Je prends pas, j'y vais pas. Et il n'y a plus de, comment dirais-je, ils sont pas timides, quoi. Enfin, ils sont décomplexés vis-à-vis de ça. Et bien, une fois encore, et je pense qu'Anne-Claire va souscrire à ça, c'est à nous de réfléchir comment agir et pas juste critiquer ou factualiser ou expliquer ce que c'est bien ou c'est pas bien. Il ne faut pas polariser le débat, je pense. C'est nous, les RH, à nous adapter, à trouver comment finalement éviter ce ghosting, éviter ces démissions, éviter ces ruptures conventionnelles. On en a parlé tout à l'heure en introduction, les engageants. Oui. Donc, grande démission, oui et non, plutôt un désengagement et quelque chose que tu identifies spécialement chez cette génération YZ. Alors oui, je pense qu'il matérialise ce phénomène parce qu'une fois encore, le rapport au travail a changé, les exigences, et là aussi je pense qu'on y reviendra. Maintenant, c'est assez poreux quand même. C'est-à-dire que pour moi, je trouve que c'est quelque chose qui a tendance à se diffuser, à s'infuser quand même dans la société, société et entreprise. Et on voit aujourd'hui que ça n'est pas strictement réservé à des jeunes de 23 ans ou de 22 ans. C'est aussi le cas de trentenaires, quarantenaires qui, finalement, par imprégnation, hein, ont un rapport au travail qui évolue, parce que la société évolue, parce que les grandes dynamiques, les grands équilibres sociétaux, économiques évoluent aussi, et qu'on en revient à cette question du valeur travail. Pour juste rester quelques instants encore sur cette jeune génération YZ, Anne-Claire, pendant qu'on préparait cette table ronde, tu avais parlé de fainéantise. Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus ? C'est pas moi qui en parle, mais en tout cas la question aujourd'hui d'un certain nombre de managers, c'est est-ce que cette génération est feignante ? Et pour moi, ma réponse est non. Cette génération est loin d'être feignante. En revanche, elle a complètement inversé les forces. Et elle a inversé les forces dans l'entreprise, c'est-à-dire que l'entreprise aujourd'hui, enfin à l'époque, quand on est rentré dans le monde du travail pour nous, l'entreprise imposait ses exigences. Aujourd'hui, ces jeunes générations ont renversé cette vapeur et ils imposent, eux, leurs exigences à l'entreprise. Et si on ne répond pas à cela, effectivement, on a une jeunesse qui se désengage du projet de l'entreprise. En revanche, si on sait y répondre, si on sait comprendre leur code, et comprendre leur code, ça ne veut pas dire tout accepter, hein, bien entendu, mais ça veut dire être quand même très aligné avec les valeurs de l'entreprise, être très aligné sur une politique RH qui peut effectivement leur correspondre et les attirer. À partir de ce moment-là, on décuple leur engagement et on peut le prouver au travers d'un certain nombre de projets et de sujets. La seule chose, c'est qu'on se doit à une exigence particulière vis-à-vis d'eux et on se doit à une forme d'exemplarité également. Ils ont des engagements sociétaux, ils attendent les entreprises sur un certain nombre de sujets et on doit pouvoir y répondre. Nous, concernant le turnover, par exemple, parce que je sais qu'on doit partager un certain nombre de chiffres. Nous, aujourd'hui, au siège, on est sur un turnover qui est entre 9 et 10, et avec un siège qui comprend plus de 50% de génération Y et Z. Donc vraiment, la politique du multigénérationnel est très forte chez Monsieur Bricolage par rapport à ça. Et je pense qu'ils ont simplement, comme le disait Julien, une autre approche du travail. Le travail aujourd'hui n'est qu'un moyen pour eux et n'est plus un aboutissement, une finalité. Aujourd'hui, les discours, et nous on les a ressortis dans un film récemment, c'est pour ça que les discours chocs de Bernard Tapie à l'époque sur le profit à tout prix, aujourd'hui, c'est des choses qui passent plus en entreprise.
Donc il faut pouvoir répondre par d'autres enjeux à ces jeunes générations. D'accord, ouais. On parle des jeunes générations. En théorie, sur papier, la grande démission, c'est avant tout un phénomène qui a touché le retail après le Covid, enfin pendant et après le Covid. Est-ce que selon vous, vous avez identifié les facteurs qui font, surtout pour les vendeurs, pas forcément pour les personnes qui travaillent au siège, mais pour les vendeurs en magasin, quels sont les facteurs qui font qu'ils vont vouloir rester en magasin? Julien, je te donne la parole. C'est une question compliquée parce que le métier du retail en réseau, le métier vendeur, adjoint, responsable de boutique, il est confronté à la dynamique économique avec des niveaux de rémunération qui ne sont pas très très élevés, il faut être honnête, hein, on est plutôt sur des bas salaires. Donc la vraie question en RH, c'est comment engager des gens qui gagnent 1709 € brut, plus quelques primes et qui travaillent 35 heures, hein, qui travaillent les samedis, qui travaillent les dimanches. C'est pas si facile que ça. Je crois que ce qui va réussir à les attirer et à les faire rester, d'abord, c'est la marque, c'est la brand equity. Je pense qu'il ne faut pas méconnaître le fait que ce que représente la marque, ce qu'elle véhicule comme message, ce qu'elle porte comme valeur, c'est quand même clé aujourd'hui. Quand vous discutez avec des jeunes gens, hormis probablement quelques ingénieurs qui sont ravis d'aller chez Dassault Systèmes ou MBDA, fabriquer des missiles, la plupart vous disent quand même qu'ils ont envie de vivre dans un monde vertueux, empreint d'écologie, d'environnement, de bienveillance, etc. Et toutes les générations en l'occurrence? Je pense que là aussi c'est pour eux, honnêtement. Je pense que ça a percolé dans l'ensemble de nos organisations, et quel que soit l'âge, quelle que soit la génération, aujourd'hui on aspire quand même à avoir à travailler, à passer 80% de son temps dans un environnement, avec des collègues qui partagent des valeurs finalement une fois encore de bienveillance. C'est un peu des mots valises, mais c'est quand même ça qu'on ressent au quotidien. Donc il y a les valeurs et les valeurs portées par la marque. Je dis bien la marque et l'entreprise, hein, ce sont deux choses différentes. Je parle vraiment de la marque. Ce que l'entreprise porte en termes de valeurs de fonctionnement, c'est une chose, mais ce qu'elle porte déjà en termes de marque, ce qu'elle véhicule en externe, en fait. C'est quoi son image? Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est la façon dont ils vont être managés. La deuxième clé d'entrée, et qui est totalement incontournable, c'est le ou la manager et l'approche managériale. Oui. Ce dont Raphaël va parler tout à l'heure, voilà. Effectivement. On va pas lui voler la vedette. Ensuite, donc le management. Et un autre point intéressant à mon avis, c'est, y compris quand on est vendeur au SMIC, c'est quelle perspective vous avez dans cette entreprise. On parlait de grande démission, c'est un peu la thématique. Il ne faudrait surtout pas que ça finisse par la grande démission des DRH, en fait, tout ça. Parce que c'est quand même le risque, hein. C'est de se dire à un moment, bon, ils sont jeunes, ok, ils sont chiants, quoi. Ils sont chiants, on ne sait pas comment les prendre, ils n'ont qu'à faire comme moi, ils n'ont qu'à bosser, et après tout, c'est comme ça que ça marche, quoi. Ben non, si on fait ça, ça va s'arrêter parce qu'en fait, le marché du travail, c'est eux, c'est pas nous. En tout cas, chaque jour qui passe, c'est de moins en moins nous, et c'est de plus en plus eux. Donc, il faut impérativement penser l'évolution professionnelle d'une façon différente. La voie royale, je fais une grande école de commerce, je ne prends pas le retail, je prends juste un exemple, la voie royale. Je fais une école de commerce, je fais du marketing, je rentre chez L'Oréal, grande école du marketing, je suis chef de produit, chef de groupe, finalement je fais un stage commerce, je finis DG. Voilà. Ça, très honnêtement, quand vous le présentez, vous mettez sur un beau PowerPoint, ça ne fait plus rêver personne. Hein. Personne, y compris le type qui a fait HEC. Donc celui-là, il veut faire de l'écologie dans une fondation et changer la planète. Voilà ce qu'il veut faire. Et comme disait Anne-Claire tout à l'heure, travailler en mode projet. Exactement. Et donc juste pour finir sur le retail et le réseau, un vendeur, il faut lui proposer des perspectives d'évolution qui ne sont pas uniquement liées à de la mobilité verticale. Il faut lui proposer des missions. Il faut lui proposer d'interagir avec un environnement plus vaste que les 70-80 mètres carrés de sa boutique et les 3 autres personnes qui travaillent avec lui ou avec elle. Et comment c'est possible de mettre ça en place alors que la vente, c'est quand même un poste très spécifique où on ne peut pas trop sortir du cadre? Comment c'est possible de mettre en place des opportunités, des projets pour permettre aux vendeurs de sortir du cadre? Alors, je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'être discriminant sur ce sujet. Il y a des bons, il y a des moins bons, il y a des très très bons.
Il ne faut pas oublier les moins bons, mais il y en a certains qui ne sont pas prêts à faire ça. Ils n'en ont pas l'envie, ça ne les intéresse pas, ils font leur métier de vendeur, et c'est très bien, il faut des gens qui font leur métier, j'allais dire, un peu point barre, et qui fonctionnent très bien dans l'entreprise. Mais il y a les autres, ceux que vous devez engager, qui vont finalement faire office de locomotive. Et là, en termes de projet, il y a plein de choses à faire dans une boutique, en fait. Vous pouvez devenir un référent sur votre région pour restituer un volume de vente, des questionnaires collaborateurs, des questionnaires consommateurs. Il y a plein d'idées possibles, imaginables, pour interagir au-delà du cœur de la mission, parce que le cœur de mission, finalement, il est répétitif, c'est la même chose tous les jours. Par contre, si vous donnez un petit rôle à jouer dans quelque chose de beaucoup plus grand que votre espace quotidien, tout d'un coup, vous ouvrez les portes, hein, elles sont un peu imaginaires, virtuelles, mais vous ouvrez les portes du magasin et vous lui donnez un accès à ce collaborateur à quelque chose de beaucoup plus grand que ce pourquoi il a signé. Et au fur et à mesure, vous détectez des talents. Il y en a aussi des gens qui vous disent, voilà, moi je veux être directeur de magasin. Aujourd'hui, un vendeur qui me dit je veux être directeur de magasin, moi j'en ai jamais rencontré encore. Jamais. À 25 ans, quand vous posez la question en entretien, vous voulez être vendeur? Ouais. Est-ce que ça veut dire un jour d'être manager, directeur de magasin? Ouais, je sais pas, on verra. Surtout pas de responsabilité. Ouais, pour l'instant, non. Et donc, avant, notre rôle de DRH, c'était de répondre aux aspirations. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est de suggérer ces aspirations aussi. C'est finalement de dessiner aussi un petit peu le chemin pour emmener ses collaborateurs vers quelque chose d'autre auquel ils n'auraient pas forcément pensé. Et c'est surtout pas uniquement vertical. La proposition verticale, stricto sensu, je pense que c'est une erreur. Il faut faire de l'horizontal, y compris au siège. Hein. Ce que je dis pour le réseau est valable pour le siège, et encore plus valable pour le siège parce que les opportunités sont plus importantes. Mais c'est impératif de construire des parcours qui mixent, des parcours obliques en fait, qui mixent l'horizontal et le vertical. Je voudrais revenir un petit peu à cette question de culture d'entreprise. On en a parlé tout à l'heure, Anne-Claire. Quelles sont pour toi les difficultés à faire rayonner une culture d'entreprise unique dans un réseau de magasins tel que Monsieur Bricolage? Chez nous, il y a une complexité, c'est que effectivement, on a un réseau d'adhérents d'adhérents entrepreneurs indépendants et l'indépendance chez eux est chevillée au corps, donc ce sont des boîtes dans la boîte et donc pour les embarquer dans une culture d'entreprise, il faut effectivement, comme le disait Julien, des valeurs de marque qui sont fortes et sur lesquelles ils peuvent s'appuyer en local, avoir une plateforme de marque qui soit solide, avec une ambition qui est engageante pour les collaborateurs et qui leur parle immédiatement, qui soit dans une proximité. Par exemple, la nôtre, c'est d'être les champions de la relation, et quel qu'il soit. Donc pour être champion de la relation avec les clients, il faut déjà que dans le magasin, il y ait cette valeur qui vive, c'est-à-dire de pouvoir avoir un management. Alors je sais que c'est Raphaël qui prendra la main tout à l'heure sur ce sujet, mais malgré tout, c'est important. C'est important de pouvoir accompagner et coacher nos directeurs de magasins sur ces dimensions-là, pour qu'ils puissent à la fois embarquer et développer cette culture d'entreprise au sein du magasin. Donc c'est pouvoir avoir une culture qui vive du siège jusque dans le point de vente. Après, nous, la complexité, c'est effectivement sur la politique RH qui est différente selon les points de vente, selon la posture de l'adhérent, selon son appétence RH, selon ce qu'il a envie d'engager ou pas dans le magasin. Et donc, on peut avoir une diversité dans nos boutiques qui est très importante par rapport à un réseau d'intégrés. Une diversité en termes de plan de formation, en termes de rémunération, ça va jusqu'où? Oui, ça va jusque-là. Et ceux qui sont les plus précurseurs sur ces dimensions humaines vont s'auto-censurer sur leur propre zone, parce qu'à 15 km, ils auront un magasin qui fait un peu différemment. Donc on a quand même une politique de rémunération qu'on arrive à déployer et qui soit cohérente par rapport à nos magasins. Mais nous, ce sur quoi on travaille aujourd'hui, c'est l'évolution du modèle social en magasin. C'est comment on engage les directeurs de magasins à être cohérents par rapport aux aspirations de ces générations, quelles qu'elles soient. Parce qu'aujourd'hui,
jeunes ou moins jeunes, on a des aspirations différentes depuis la sortie du Covid. Et donc, il faut pouvoir attirer ces talents, les fidéliser. Nous, on ne vit pas beaucoup de personnes qui arrivent au magasin, qui repartent 2 jours après, parce qu'on a tout un travail effectivement en amont pour pouvoir former et accompagner ces directeurs de magasins, ces chefs de secteur sur des postures de dirigeants. C'est-à-dire, quelle est la posture de dirigeant au-delà des compétences? C'est comment j'embarque mes collaborateurs sur un projet au sein du magasin. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les méthodes utilisées chez Monsieur Bricolage pour identifier les candidats qui justement seront porteurs de ces valeurs et qui adhéreront facilement, et comment se passe leur onboarding? Est-ce que le siège intervient à ce moment-là ou est-ce que tout repose sur les épaules du directeur de magasin? Alors, on a un parcours très dessiné pour les postulants à la reprise d'un magasin Monsieur Bricolage. Donc, pour nos adhérents, nos directeurs de magasin, on a des formations, des itinéraires managériaux qui sont solides et longs. Pour pouvoir à la fois les engager sur la durée, mais aussi dispenser un certain nombre à la fois de hard et de soft skills dans la gestion d'un magasin, parce que c'est pas simple d'être au quotidien au feu face aux clients. Donc déjà, on prend la tête de pont et on la forme de manière extrêmement solide, pointue. Et puis après, concernant le recrutement en magasin, on a des kits d'accompagnement pour nos directeurs de magasins, mais bien entendu, ils sont autonomes pour leur recrutement. Maintenant, le siège vient en support. On a une équipe de recruteurs terrain, mais elle vient en support surtout des postes de management. Tout ce qui, et après, on a des parcours assez solides également sur la vente. Aujourd'hui, les métiers en magasin ont considérablement évolué. C'est-à-dire que, comme le disait Julien tout à l'heure, on ne peut pas retenir un vendeur uniquement sur la vente. De toute façon, les consommateurs en connaissent plus que lui sur les produits. Quand ils se rendent en magasin, ils ont déjà étudié tous les tutos, ils connaissent toute la fiche technique du produit, et donc le vendeur n'est pas là pour répondre aux questions, il va répondre à certaines questions techniques, mais il est surtout là pour enrichir la relation avec le client et tenter lui aussi de fidéliser son client. Donc ça s'apprend, il y a des méthodes, et puis également le métier de vendeur s'enrichit d'un certain nombre de paramètres, qui est notamment par exemple l'animation en magasin, l'animation sur les réseaux sociaux. Donc il faut qu'ils connaissent un peu comment fonctionne une communication sur les réseaux sociaux, qui sont en lien avec la politique de l'entreprise. Voilà, donc on enrichit. Nous, on a un concept de magasin qui a fait évoluer sensiblement les métiers jusqu'au métier d'hôte de caisse, pour laquelle l'hôte de caisse est aujourd'hui garante de la relation dans le magasin. C'est la clé d'entrée et de sortie du magasin. Et donc, on a des parcours d'accompagnement très spécifiques pour ça. Donc ça, c'est une initiative pour valoriser et enrichir ce poste. Bien sûr. Et est-ce que ça a porté ses fruits? Est-ce que les hôtes de caisse et hôtesses de caisse ont une satisfaction meilleure, et est-ce qu'il y a une meilleure rétention de ces profils-là? Oui, aujourd'hui, on le constate. On a développé aussi beaucoup la polyvalence sur ce métier-là. Et on essaye de créer des passerelles dans le magasin sur des métiers d'hôtes de caisse qui peuvent venir en accompagnement du client et donc être dans la relation client, probablement jusqu'à la vente. Donc, ce qui fait que voilà, on a cette forme de polyvalence. Et chez Jot, Julien, est-ce qu'il y a ce même concept de transfert de compétences et de valorisation de certains postes en interne au sein d'un même magasin? Ça marche? Ouais. Oui, absolument. On est en train de créer la Jot Academy. C'est assez pompeux, mais enfin bon, c'est un système de formation interne, il faut bien le marketer. L'idée, c'est quoi? C'est de confier la formation de nos collaborateurs à nos collaborateurs. Voilà. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. On a sélectionné un certain nombre de responsables de boutique qui avaient de l'expérience, qui avaient l'envie d'abord, l'expérience ensuite, les compétences, et on les envoie se faire former pour devenir des formateurs. Donc, ils font des train the trainers.
on a écrit un selling cérémonial, donc vraiment toute la façon dont on doit vendre chez Jot, vendre, s'occuper du consommateur, voilà, je vais le dire comme ça, plutôt que vendre. On va confier à ces responsables de boutique cette mission de devenir des formateurs internes pour un périmètre, donc pas uniquement leur boutique, un périmètre géographique, donc ils vont être 8 ou 9 en France, et ils vont se répartir des zones magasins, à la fois d'abord pour notre réseau à nous, nos magasins en propre, mais aussi pour nos franchisés après, de façon à faire rayonner la même typologie de compétences, que ce soit hard skills, soft skills, dans nos magasins et les magasins de nos franchisés. Pourquoi on le fait comme ça? Parce qu'on aurait pu très bien dire faire des grandes messes, voire le faire en e-learning, pourquoi pas, en disant voilà, je confie ça à un prestataire externe qui va déployer sa vision de la vente, de la commercialisation chez Jot. On a préféré le faire en se disant on va confier à un prestataire externe la capacité à transformer nos vendeurs, enfin nos responsables de boutique en formateurs internes. Donc là, il nous faut de l'expertise externe. Par contre, Jot, c'est nous, on sait comment ça fonctionne, on sait ce qu'on attend finalement d'un responsable de boutique et d'une équipe de vente en magasin, et on va les accompagner. Les deux vertus attendues, c'est évidemment la professionnalisation du réseau et à la clé, le chiffre d'affaires, à vendre plus, tout simplement. Et la deuxième vertu attendue, c'est l'engagement. C'est de créer ce chemin interne où, quand je suis sur le marché de l'emploi, je cherche un job de vendeur, de responsable adjoint, de responsable de boutique. Quand je viens toquer à la porte de Jot, tout de suite, on va m'expliquer ce qui m'attend dans les 6 prochains mois. Dans les 6 prochains mois, je vais avoir 2 jours de formation sur la façon de travailler en boutique. Je vais aller dans 2 à 3 boutiques référentes en France qui sont un peu nos flagships pour être formé. Il y a un concept de shadowing avec les métiers de vendeur, les métiers d'adjoint, les métiers de responsable de boutique. Ensuite, je vais aller dans mon magasin. Je vais être suivi, j'ai un RH qui va prendre soin de moi, un responsable de boutique qui va prendre soin de moi, un patron de région, une patronne de région qui va prendre soin de moi, et à l'issue de ce parcours de 6 mois, j'aurai un bilan. Et combien abandonnent en cours de route des vendeurs? Écoutez, j'espère le moins possible. Aujourd'hui, j'ai pas trop de stats à vous donner, on est au démarrage, donc c'est un peu tôt mais globalement, je pense que je serais satisfait si on a 20% de départ. Oui, d'accord. Voilà. Si on a 80% des gens qui restent après les 6 mois sur ce parcours, en fait, je pense qu'on a gagné, parce que une fois encore, il faut pas se mettre des objectifs en disant ils vont tous rester. Non, c'est pas vrai, ça n'existe pas ça. La réalité, c'est que si on est sur un Pareto à peu près classique, j'en ai 80% qui restent et 20% qui partent de cette classe de nouveaux embauchés, je dirais. Honnêtement, c'est honnête. Et aujourd'hui, tu as une idée, hors Jot Academy, du nombre de vendeurs qui abandonnent avant la fin d'une période d'essai ou dans les premières semaines? En ce moment, c'est assez incroyable. C'est beaucoup. Je ne saurais pas encore te dire pourquoi l'analyse, est-ce qu'elle est vraiment propre à Jot, est-ce qu'elle est marché, est-ce qu'elle est sociétale, mais on doit être dans cet ordre-là, autour des 20%. Plus sur Paris qu'en province, pour être tout à fait honnête. L'offre est supérieure, c'est sûr. Ouais, je pense que l'offre est supérieure. Et puis, voilà, il y a peut-être oui, effectivement, je pense que c'est l'offre. Voilà, j'ai d'autres idées, mais je ne vais pas les évoquer ici. Mais avant de regarder les autres, il faut se regarder soi. Donc il y a probablement quelque chose qu'on ne fait pas bien dans certains de nos magasins. Une fois encore, je pense que l'encadrement et la façon dont on aborde la relation avec le nouveau collaborateur, elle est structurante pour toute la relation future. Je pense qu'il faut assez rapidement dépasser la logique transactionnelle une fois que si la personne est venue en entretien, mais si elle est venue en entretien et qu'elle a signé, on peut dépasser, ce qui n'est pas toujours le cas, on peut dépasser la logique transactionnelle et rentrer dans une autre forme de relation. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on va essayer d'expliquer et d'accompagner nos responsables de boutique, là aussi, à devenir des leaders et pas seulement des managers. Et donc, positionner la relation à un autre niveau, c'est pas simple, mais à mon avis, c'est essentiel si on veut fidéliser. Pour conclure, Anne-Claire, quels sont les chantiers pour les mois à venir chez Monsieur Bricolage?
Il y en a, il y en a un certain nombre. On a monté une commission RH et transformation avec certains acteurs du réseau, des acteurs phares, mais représentatifs de l'ensemble de nos magasins, parce qu'on a un parc de magasins qui est assez hétérogène. On a des holdings de 300 personnes, donc qui sont à peu près l'équivalent du siège Monsieur Bricolage, à quelques collaborateurs près, structurés exactement pareil qu'un siège. Et puis on a des adhérents multi-enseignes également, et puis on a des adhérents aussi mono-magasins, donc il faut pouvoir s'adapter à l'ensemble de ces enjeux. Les accompagner sur ce qui les attendent durement, à savoir effectivement une crise structurelle du recrutement et de la fidélisation des collaborateurs. Donc on travaille avec eux, on les sensibilise déjà depuis près de 2 ans. Nous, on est passé au full télétravail, par exemple, au siège. Donc c'est de 0 à 5 jours par semaine au choix du collaborateur. Tout ça a été possible uniquement parce qu'on a eu une politique RH menée sur un triptyque gagnant qui est les compétences, l'autonomie et la responsabilité. À partir du moment où tu as les compétences, et c'est pour ça qu'on t'a recruté, tu as l'autonomie dans ton job et les responsabilités qui vont avec. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais nous, on a un centre de formation internalisé, en fait. Donc, ce qui permet de divulguer un certain nombre d'items sur la culture de l'entreprise, vraiment, et de la transmettre auprès de nos équipes magasins, puisque ce centre de formation est principalement destiné aux équipes des magasins. Donc oui, des enjeux forts, comme je le disais, sur le modèle social du magasin de demain. C'est-à-dire comment nos patrons de magasins vont être capables de s'adapter à ce qui est en train de se passer sur ce marché, sur cette guerre des talents, et donc comment nous, à la fois, on les accompagne, on les sensibilise, on les forme, et puis comment ils sont capables de cascader cela auprès de leurs équipes, comment ils sont capables de définir un vrai projet pour le magasin qui donne des perspectives pour ses collaborateurs au-delà de la périphérie du magasin. C'est-à-dire comment je m'intègre dans l'entreprise Monsieur Bricolage et comment j'ai l'impression, moi, vendeur en magasin, de vivre dans une entreprise beaucoup plus large que celle de mon simple adhérent. D'accord, donc il s'agit plus de repenser le rôle de l'adhérent et du directeur de magasin que de repenser le rôle du vendeur au final. C'est tout le modèle du magasin qu'il faut repenser. Mais effectivement, il faut passer par la tête de pont du magasin, mais c'est vraiment repenser et puis mettre en place un certain nombre d'innovations sociales. Aujourd'hui, nous, on a fait très fortement évoluer la structure du magasin au travers d'un certain nombre de choses. Les plannings, par exemple, que les vendeurs peuvent définir par eux-mêmes, donc les plannings tournants, les semaines de 4 jours qu'on commence à implémenter en magasin, ou en tout cas on commence à faire réfléchir un certain nombre d'adhérents là-dessus, et certains y sont passés. On a également les week-ends tournants, c'est-à-dire autoriser au moins un week-end par mois aux vendeurs, ce qui est effectivement un bénéfice non négligeable ça vient répondre dans le parcours de recrutement. Ça répond à ce besoin d'équilibre vie pro, vie perso qui est d'autant plus prégnant chez cette génération Y et Z. Et puis il y a beaucoup de sujets comme ça. On essaye aussi de faire 2 jours consécutifs. Enfin voilà, beaucoup d'innovations que l'on va mettre en place d'ici la fin 2023 pour qu'on puisse fidéliser nos équipes de vente. Et chez Jot, les chantiers pour les mois à venir? C'est cette Jot Academy, donc c'est la lancer, la structurer pour qu'on ait ce programme qu'on a initié là un peu de façon un peu itérative, le structurer. Les chantiers, là aussi, Jot est une société jeune, elle a 10 ans, mais elle a 10 ans sans structure, sans besoin, et aujourd'hui elle a les besoins d'une entreprise beaucoup plus grande. Du coup, on est en train de travailler, je suis en train de travailler sur les valeurs de l'entreprise. Donc on rentre dans un schéma où les valeurs, comme tout un tas d'autres projets, on en a sélectionné 6 pour 2023, 6 projets structurants
pour l'entreprise. On va associer un certain nombre de collaborateurs à ces projets. Les membres du comité de direction ne seront pas forcément les leaders de ce projet, mais des collaborateurs du siège, du réseau aussi, pour certains des projets. Voilà, on essaiera de les faire participer. Et on se dit que cette approche-là, et c'est ce que disait Anne-Claire, l'approche projet, c'est celle qui, à ce stade, en tout cas de mon propre expérience et mon niveau de connaissance actuel, et j'espère qu'il y a des gens qui ont des idées plus intéressantes, mais à ce stade, pour engager les collaborateurs de façon durable, le projet, le fait de les associer, ce concept de leur donner une forme d'autonomie dans un cadre quand même défini, c'est ce que, de mon point de vue, c'est ce qui fonctionne le mieux aujourd'hui pour les fidéliser et les engager et les motiver, les rendre impliqués. Donc il y a ces projets, cette académie et structurer l'international, parce que là aussi, quand on se développe à l'étranger, on a besoin de se structurer. Et le développement d'un réseau retail, c'est un point par un point par un point, et il faut le faire. On ne peut pas le faire aussi vite côté siège. Voilà. Ok, merci beaucoup Anne-Claire, Julien. On va laisser la parole à notre auditoire. À la salle. À la salle, voilà, si vous avez des Alors, questions. on a le temps pour 2 questions. Est-ce qu'il y a des audacieux? Voilà, très bien. Je vais demander de vous présenter et de poser votre question. Alors, Michel Escudero, ex-Kingfisher, donc Brico Dépôt principalement. J'avais une question, c'était plus par rapport à la grande démission, une question ou une interrogation. Parce qu'il y a 2 éléments quand même qui sont à prendre en compte, c'est le bassin d'emploi et la problématique, vous l'aviez évoqué, Julien, n'est pas la même quand on est à Brive-la-Gaillarde ou à Paris. J'habite Marseille aussi, donc je connais bien l'endroit marseillais. Et aussi le niveau de diplôme. Parce que la problématique est très différente quand vous embauchez un vendeur qui a au max le bac, voire moins, et quelqu'un qui est bac plus 5 avec une expertise en supply chain, en digital ou en commerce. Et eux, c'est eux qui inversent beaucoup. Après, quand vous êtes dans un bassin d'emploi, et c'est vraiment un questionnement qui est faible, quand vous avez un job dans un magasin avec une rémunération, et dans la distribution de matériel de bricolage, la rémunération est intéressante parce qu'il y a du variable qui rajoute des choses intéressantes, vous n'êtes pas du tout sur les mêmes problématiques. Et le gars, quand il a son job, il le garde. Et alors qu'à Paris, c'est lui qui fixe la règle aussi un peu. Et le diplôme joue beaucoup aussi, je pense. Merci beaucoup. Je vais vous donner 2 exemples, 2 anecdotes qui sont assez parlantes, à la fois siège et à la fois réseau. Il y a fin d'année dernière, dans une de nos boutiques, je ne dirais pas laquelle, mais on embauche une jeune responsable adjointe, d'accord, 25 ans, voilà, elle avait un peu d'expérience dans la vente. Elle commence fin décembre, quelque chose comme le 18 ou 20 décembre. Et le 27 ou 28 décembre, elle envoie un SMS à sa responsable de boutique qui était elle-même en congé, donc on comptait sur cette nouvelle adjointe pour tenir la boutique à ce moment-là, pour lui dire, écoute, j'ai un problème perso, faut que je prenne l'avion cet après-midi, je dois partir. Bon, ok, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Pas de problème, très bien, allez-y. Elle n'a pas attendu de réponse d'ailleurs pour partir. Et il se trouve qu'elle avait sympathisé avec une des vendeuses de la boutique et qu'elle partageait la même passion et que cette vendeuse s'est rendue compte et a partagé ça avec sa responsable de boutique qu'elle était partie faire du kitesurf à l'île Maurice, puisqu'elle postait des photos d'elle en train de faire du kitesurf. Et bon, ça à la limite, vous dites, peu importe. Mais ce qui est intéressant, c'est quand elle est revenue et qu'elle a dit, bon voilà, je recommence. Absolument, il n'y avait aucun complexe. C'était, j'ai dû partir, j'ai eu une opportunité, c'était sympa, je n'allais pas m'en priver. Est-ce que vous pouvez me reprendre? Me reprendre. Je suis toujours collaboratrice d'ailleurs pour le coup. Alors, évidemment, ça n'a pas été le cas, mais le fait est que ce côté grande démission, ce côté décomplexé générationnel, il est quand même réel. Mais là, on a pris quelqu'un qui n'avait pas forcément un bac plus 5, qui avait 25 ans, qui a besoin de travailler, etc. Mais j'ai eu le cas il n'y a pas très longtemps, dans ce que moi j'appelle le même esprit, c'est une candidate en supply chain, demand planning, bac plus 5, etc.
parcours chez Amazon, enfin vraiment un profil qu'on avait envie d'attirer. C'est quelqu'un qui finalement, quand on lui a fait une proposition, on était au-dessus du marché, on était compétitif. Ben, elle a refusé le job parce que Jot ne dispose pas à l'heure actuelle d'un accord de télétravail qui lui permettrait d'avoir la certitude de 2 ou 3 jours de télétravail par semaine. Et donc, finalement, elle a privilégié une autre entreprise qui lui permettait, avec certitude, d'avoir son jeudi et vendredi en télétravail pour pouvoir rentrer chez elle en province, ailleurs, je ne sais plus où c'était, dans les Alpes, pour voir sa famille. Vous voyez où on déplace le curseur de quelles sont mes exigences, quels sont mes souhaits pour pouvoir m'engager dans une entreprise d'un côté, et de l'autre côté, finalement, est-ce que j'ai vraiment besoin de ce job? Est-ce que finalement, ça n'est pas qu'un moyen et ça n'est plus une finalité? Ce qu'on disait tout à l'heure, le travail n'est plus une finalité, ça n'est qu'un moyen. Et donc, l'approche du travail, la relation travail change, et on a ces petites anecdotes qui sont juste rigolotes, mais c'est quand même un fil rouge dans la façon dont la RH doit aborder, je pense, aujourd'hui, la relation avec les plus jeunes générations.